Pierre-Antoine Donnet est également en direct avec nous. Bonjour, rédacteur en chef de Asialist et de Asia Magazine. À qui est-ce que ça profite, cette pause prolongée d'encore 90 jours? Ça nous amène au mois de novembre. Écoutez, moi j'y vois d'abord une très grande naïveté de la part du 47e président américain qui, chaque fois, j'ai l'impression, se fait rouler dans la farine par la Chine. Parce que le grand gagnant, c'est évidemment la Chine. Si vous voulez, Xi Jinping, lui, il calcule sur le temps long, alors que Trump, c'est exactement le contraire. Lui, c'est les deals immédiats. Alors, on voit bien, là, ça a été dit juste avant moi, on menace des tarifs extrêmement élevés, puis pour finalement se déballonner. Et là, c'est ce qu'il fait devant la Chine. Et c'est assez curieux parce que on voit un traitement de faveur pour Pékin, alors que des taxes douanières imposées à Taïwan de 20% et 15% pour le Japon étant l'un des meilleurs alliés des États-Unis en Asie de l'Est. Donc franchement, on peut s'interroger. Alors, on s'interroge avec vous. On espérait un petit peu des réponses de votre côté. Pourquoi? Parce que la Chine est plus forte que Donald Trump? Je crois, si vous voulez, qu'en homme d'affaires, Donald Trump pense que la Chine est un marché immense. Or, il ne l'est plus. De son côté, Xi Jinping joue justement de cette arme en disant « mais rendez-vous compte, 1,4 milliard de consommateurs, c'est considérable, donc des débouchés absolument fantastiques pour tous les produits américains sur le marché chinois ». Mais là, au contraire, je pense que Trump, là encore, est d'une naïveté exceptionnelle parce qu'il ne se rend pas compte que la Chine est en plein dans une crise économique très grave. Donc c'est tout bénéfice pour Pékin. Donc c'est tout bénéfice. Écoutez justement du côté de Pékin, les Chinois qui croient encore à la négociation. Je pense que la voie des négociations est la plus probable. Étant donné que Trump soit un homme d'affaires, déclencher une guerre nuirait également à ses propres intérêts, à mon avis. D'un point de vue réaliste, la guerre ne profite vraiment à aucun pays. Je ne pense pas que l'impact de la trêve tarifaire sera significatif. Trump s'est montré assez imprévisible ces derniers temps. Je ne pense donc pas qu'il faille accorder trop d'importance à cette question. Je pense que les négociations permettront sans aucun doute aux deux pays d'avancer dans la bonne direction, vers la réalisation d'objectifs communs. En ce qui concerne les droits de douane, si aucun progrès n'est réalisé lors des prochaines négociations, les droits supplémentaires de 25% pourraient continuer à être reportés. Voilà, parce que pendant cette trêve, on le rappelle, Christine, les négociations effectivement continuent entre Chinois et Américains. Oui, mais encore une fois, on n'est pas du tout dans les mêmes perspectives. Quand je parlais de coups de barre à droite et de coups de barre à gauche, où effectivement on se dégonfle, parce qu'on ne sait pas forcément exactement où on veut aller. On fait des effets d'annonce. Donc c'est un coup de bluff qui n'a pas marché là? En tout cas, c'est une tentative avec une méconnaissance du mode de réaction et du mode de pensée de son interlocuteur. Et je m'inscris dans ce qui a été dit sur une approche de temps extrêmement long. Et puis ce qui est assez amusant, c'est qu'en ce sens-là, on a un petit peu l'impression que Donald Trump ressemble à une forme de résurgence d'un courant d'approche géopolitique qui s'était éteint aux États-Unis, alors que les Européens, en étant un peu nombrilo-centrés, avaient estimé que les États-Unis étaient isolationnistes. Non, ils étaient continentalement expansionnistes, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, c'est amusant si on regarde aujourd'hui, et tournés vers l'Asie et ce qui était à l'époque le grand marché chinois, ce qui est plus exactement la réalité, mais on a l'impression qu'on est un peu dans cette espèce de résurgence de mode de pensée, avec en plus cette espèce de concurrence et cet objectif mais qui était déjà pendant la première mandature Trump, vous alliez à Washington, et quand on parlait de la question russe, qui est ce sur quoi je travaille le plus, on vous répondait non, mais le vrai objectif c'est China, China, China. Donc on était dans cette approche-là, et puis avec cette idée aussi que la Russie, dans une certaine mesure, pouvait servir de tampon par rapport à la Chine, qui est encore une fois quelque chose, à mon avis, qui me semble complètement hors de propos. Donc on est dans cette approche-là et où on manque d'approche réellement globale de long terme, là où on est sur des pays qui ont des structures de pouvoir qui sont stabilisées, pour ne pas dire assises, sur un temps extrêmement long et qui se projettent sur du temps long, ce qui n'est pas le cas là, de l'autre côté. Alors on se demande aussi s'il n'y a pas eu des pressions intérieures. Pierre-Antoine Donnet, on a mis là en bas de l'écran une trêve de Noël. C'est peut-être pas anodin parce que les fêtes de Noël, en fait, elles se préparent aujourd'hui et les fournisseurs américains commencent leur stock en ce moment même. Et donc, ils achètent en Chine en ce moment.
Donc c'est peut-être aussi pour ça que Donald Trump prolonge la pause. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est sans doute l'un des facteurs, mais quand observons un peu Donald Trump vis-à-vis de ces régimes autoritaires. Il a toujours eu une espèce de fascination à la fois pour le maître du Kremlin et le maître à Pékin. Et ça, c'est assez, je dois dire, mais confondant. Là, on le voit rencontrer bientôt Poutine pour, en quelque sorte, on verra le produit de ces négociations entre guillemets, mais peut-être pour vendre l'Ukraine sur l'autel justement du commerce. Et ça tranche d'une façon mais singulière avec son prédécesseur Joe Biden, qui lui avait toujours dans l'esprit l'aspect géopolitique que son successeur aujourd'hui ne comprend absolument pas. Vous savez, dans la région en Asie de l'Est, mais où la confiance est absolument un élément essentiel, cette confiance, elle est largement entamée depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump le 20 janvier dernier. Quand on se remet dans on retourne un petit peu en arrière, au printemps dernier, on est en avril, Donald Trump et la Chine sont en pleine surenchère. Donald Trump qui parle de 145% de droits de douane envers les produits chinois, et Pékin réplique, à ce moment-là, nous, ça sera 125%. À la Maison-Blanche, on disait de toute façon, c'est Donald Trump qui aura le dernier mot. Ouais. Là aussi, vous parlez de grande naïveté. Donald Trump ne comprend rien à la façon de penser des Chinois. Mais vous savez, il est entouré par des gens intelligents. Marco Rubio, son secrétaire d'État, lui, il connaît bien le théâtre de l'Asie. Et il doit certainement lui souffler à l'oreille de faire autrement, mais il n'a pas prise. À vrai dire, c'est un électron libre, c'est Donald Trump qui commande. Et encore une fois, je dois dire que par exemple pour Taïwan, imposer 20% de taxes à Taïwan, qui, bon, on sait, dépend énormément des États-Unis pour être protégé le jour venu ou s'il y avait un jour un conflit avec la Chine populaire, mais alors je ne dirais pas qu'il y a un vent de panique parce qu'ils sont habitués depuis très longtemps à ce grand voisin conquérant. Mais il y a quand même de très graves interrogations. Et pour le Japon, là aussi, 15%, ils ont été obligés d'y passer. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Alors on voit le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, les Philippines s'interroger vraiment sur l'avenir. Ouais. Est-ce que la Chine a évolué depuis le premier mandat de Donald Trump? Est-ce qu'il s'est trompé parce qu'il n'a pas vu qu'elle avait gagné en puissance? Vous savez, oui, tout à fait. Parce que, à la grande différence de Donald Trump, Xi Jinping est un grand stratège, un grand malin. Lui, il sait exactement comment traiter avec Donald Trump. Il le fait danser dans sa main avec des larges sourires, en l'accommodant. Vous allez voir, on va s'entendre très bien. Ce qui fait d'ailleurs que déjà, avant sa réélection, Donald Trump avait trompetté en disant « J'ai toujours eu d'excellentes relations avec le président Xi Jinping ». Vous savez, pour lui, les droits de l'homme, ça ne compte absolument pas. Ouais, Christine Dugoin, Clément. Oui, alors c'est pas non plus la première déconvenue, parce que si vous vous rappelez, et là encore, je parlais d'un espèce d'environnement MAGA extrêmement composite, avec certains qui estiment notamment que les budgets militaires et du nucléaire sont beaucoup trop chers, et regardez tout ce qu'on pourrait faire avec, entre guillemets, les vrais Américains avec cet argent-là. Et il y avait une première déclaration où il était dit, quand j'en aurais fini avec cette autre affaire, comprendre Russie et Ukraine, eh bien, on va descendre le nombre de têtes nucléaires, le diviser par 2. Et la réponse de Beijing avec un grand sourire avait été un petit peu, écoutez, commencez et puis on vous suivra. Donc on en était resté là sur déjà un autre coup un petit peu de remontade comme ça. Il y a aussi autre chose qui est assez intéressant, c'est qu'alors que on a, ça a été dit tout à l'heure, sur le sommet de l'Alaska, ce qui est proposé est quand même très favorable à la Russie. La Chine, elle aide la Russie en fournissant de l'aide non létale, elle va faciliter des exports de technologies et puis de composants à double usage. Et c'est un des plus grands fournisseurs d'importation de ce qu'on va appeler de la haute technologie. On va retrouver là-dedans des semi-conducteurs, des composants microélectroniques, des outils de construction mécanique aussi, par exemple, et beaucoup de pièces détachées militaires à double usage, en dual. De facto, vous facilitez aussi d'avoir des coûts avec, si vous voulez, cette possibilité de contourner les sanctions pour la Russie avec des coûts qui ne vont pas reprendre les droits de douane en parallèle, en sachant que la Russie, elle n'est pas au même niveau de l'innovation que pourrait être la Chine. Pour vous donner une idée, en termes sur l'indice d'innovation mondiale, la Russie recule depuis 2017 pour en 2024 être positionnée 59e état sur 133, malgré toutes les grandes déclarations que l'on aura sur l'intelligence artificielle, sur les nanotechnologies, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas de la Chine. Donc on a aussi ça qui rentre un petit peu en ligne de compte. Donc bon, on va renégocier, on va revoir, etc. Ouais.
Bien sûr. Mais sur des équilibres intéressants. Oui, Pierre-Antoine Donnet, vous voyez l'épilogue comment là? Donc c'est ce que je disais, donc la trêve, elle est prolongée de 90 jours, ça fait 3 mois, on calcule, donc ça nous amène au mois de novembre. Ça se terminera comment selon vous? Ben, vous savez, l'un des rêves fantasmagoriques de Donald Trump, c'est un nouveau sommet avec Xi Jinping. Parce que là, il apparaîtrait comme étant le grand patron du monde avec son second à côté de lui. Donc ce seraient les deux, un despote et lui qui l'est un peu aussi, triomphant. Mais il ne se rend pas compte que finalement, ce qu'il va obtenir, c'est exactement l'inverse. Parce qu'encore une fois, pour parler un peu de géopolitique, cette confiance rompue entre les alliés des États-Unis et Washington aura pour conséquence le triomphe de la Chine qui ne cherche qu'une chose, c'est à chasser les États-Unis du théâtre asiatique. Et ça viendra un jour. Vous savez, pour reparler de Taïwan juste une seconde, Taïwan, c'est un élément crucial sur le plan géopolitique du fait même de sa situation géographique. C'est en fait, comment dirais-je, la porte ouverte à l'ensemble du Pacifique si un jour elle passait sous contrôle de Pékin. Mais ça veut dire que Donald Trump n'a pas conscience que la Chine, demain, sera la première puissance économique mondiale? Alors là, on en est encore très loin parce qu'encore une fois, l'économie chinoise est vraiment dans un état qui n'a jamais connu, que cette économie n'a jamais connu depuis des décennies. Ce qui fait que là aussi, la Chine a été très demandeur pendant un certain temps justement d'un accord avec les États-Unis. Donc là aussi, ça les arrange absolument sur tous les plans. Alors, alors vous en avez parlé avec ce régime autoritaire, mais on a forcément en tête ce qui s'est passé avec Ursula von der Leyen et Donald Trump, où la présidente de la Commission européenne n'a pas su utiliser les leviers pour faire face à Donald Trump. Oui. Comment la Chine, elle a réussi là où l'Europe a échoué? Tout simplement parce que, si vous voulez, l'approche de l'administration Trump est totalement différente de celle de l'Union européenne. Von der Leyen n'est que l'une des celles qui décide pour l'Union européenne. L'Union européenne a très bien compris depuis très longtemps. La Chine est maintenant qualifiée non pas d'ennemi, mais de rival systémique, ce qui veut dire qu'ils ont tiré les leçons de cette dépendance extrême que l'Europe avait avec la Chine sur toute une série de produits. On l'a bien vu pendant le Covid. Alors qu'en face, on a une administration américaine dont certains ne cessent de dire à Trump ce qu'est la Chine d'aujourd'hui et quelle menace elle représente pour les États-Unis, mais il n'écoute rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'expression dont nous parlait notre correspondante aux États-Unis tout à l'heure? Donald Trump se dégonfle toujours. Mais oui, moi je dis, il se déballonne. Dans la mesure où on met des tarifs douaniers à 150%, voire beaucoup plus, pour finalement, après, canner, quoi. Répondre très bien, je signe où? Et après, on voit ce grand panneau, là, où sa signature, avec un air triomphant, alors qu'en fait, il s'est déballonné. Et justement, c'est perçu comment? Vous le savez, vous, en Chine? Mais en Chine, si vous voulez, c'est à deux niveaux. Il y a évidemment l'élite, évidemment le sommet du Parti communiste chinois, et il y a la population. La population, elle comprend ce qu'on vient lui servir dans les médias officiels. Le reste, il n'y a quasiment pas accès. Donc les médias officiels vont évidemment crier à la grande victoire. Et voilà. Et donc Xi Jinping aura gagné à un moment où lui-même était en difficulté au sein du Parti communiste. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Exactement. Au moment où il était peut-être affaibli, il peut crier victoire avec cette trêve qui est prolongée et effectivement Donald Trump qui n'arrive pas à faire plier la Chine comme il l'avait promis au début. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet d'avoir répondu à nos questions. Merci Christine Dugouin-Clément. Plaisir. Vous restez avec nous.